Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. The England pod. If he plays regular minutes this season for Manchester City, he will re-emerge as one of the best players that we've got. The final word. Not sure whether stress fractures were a thing in the mid-70s in the same way that nobody ate avocados until 2005. Let's be having you. I love the fact that he's chosen that moment to go, do you know what? Now I'm going to do it. All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour une nouvelle capsule nutrition dans le podcast À côté de mes pompes. C'est l'œil de la diète et aujourd'hui avec Aude, on aborde un sujet autour de la nutrition qui suscite de nombreuses interrogations chez les coureurs, à savoir la recharge glucidique. Pourquoi est-elle essentielle ? Comment l'adapter avant une course ou après un entraînement ? Comment éviter également les erreurs qui plombent ton énergie, ta récupération ou bien même ta balance ? Aude, dans cet épisode, t'explique comment remplir correctement tes stocks de glycogène, quels glucides choisir et à quel moment les consommer. Comment, de fait, faire de cette stratégie un vrai levier de progression. Comment réussir sa recharge glucidique ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule L'œil de la diète réalisée en partenariat avec Happy Run, marque française de nutrition sportive 100% naturelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, merci d'être à nouveau derrière le micro aujourd'hui pour un épisode de la capsule L'œil de la diète avec un sujet qui concerne bon nombre de coureurs, voire l'intégralité, à savoir la recharge glucidique. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est destiné à tous les coureurs ? Et puis également en termes de temporalité, est-ce que c'est après un entraînement ? Est-ce que c'est avant une compétition ? On va essayer de débroussailler un petit peu ce concept qui n'est peut-être pas toujours très très clair et très bien compris par l'ensemble du peloton. Bonjour Sébastien, gros sujet et beaucoup de choses à dire. Alors, allons-y tout de suite. Alors tout d'abord, Aude, de quoi s'agit-il quand on parle de recharge glucidique ? Quand on parle de recharge glucidique, on parle d'alimentation de façon à refaire des réserves de glycogène, le glycogène étant un stock à la fois hépatique, donc dans le foie, et musculaire, de réserves de glucose qui vont servir à produire de l'énergie. Donc, à faire de la performance sur à la fois les entraînements et sur un objectif. Donc on l'aborde plutôt, là dans ce cas-là, en termes de recharge, c'est qu'il a été déchargé. Moi, je voyais plutôt le côté après-entraînement. On a bien travaillé sur sa séance, donc on va apporter une recharge, qui plus est, en glucides. Tout à fait. Mais en fait, cette recharge glucidique, elle, effectivement, sous-tend le fait qu'il y a eu une décharge par rapport à l'entraînement. Et donc, en fin de compte, c'est un cercle soit vicieux, soit vertueux en fonction de la façon dont on le gère, pour comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance sans glucides. Les glucides, c'est la source prioritaire d'énergie pour le sportif, quelle que soit la discipline. En course à pied, c'est pas moins vrai qu'autre chose, mais il faut des glucides. Donc, quand on parle de recharge, c'est à la fois avant et après. On ne peut pas être dans la performance, que ce soit pour un entraînement ou le jour J d'un objectif, quelle que soit la distance, s'il n'y a pas suffisamment de glucides. Si on prend, Aude, le côté avant compétition, comment ça va se passer ? Est-ce que tout coureur doit procéder à une recharge glucidique ? Est-ce qu'il faut que le stock de glycogène soit vraiment au maximum de ses capacités pour que l'objectif soit atteint derrière ? Eh bien, c'est une excellente question et je vais te répondre d'une manière déconstruite, c'est-à-dire que tout va dépendre de l'objectif du coureur. Si tu as un niveau très bon, quand je dis très bon, on va dire que tu cours un marathon en 2h30, eh bien, ton quotidien va être
de faire de la recharge glucidique. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut supposer sans trop de difficulté que le poids n'est pas un souci, n'est pas un sujet. Et les derniers jours avant le marathon, on va augmenter les apports en glucides de façon à augmenter les réserves en glycogène pour être sûr d'avoir à limiter les ravitaillements autant que possible le jour J. Ça, c'est une réalité. Après, pour d'autres coureurs qui ont des objectifs qui vont être plus modestes que 2h30, mais qui restent des objectifs par rapport à leur capacité personnelle, quand il y a une problématique de gestion du poids, il y a souvent une attention particulière à porter aux glucides, parce que si on en consomme trop, on n'a pas cet effet sèche en fin d'entraînement, fin de préparation, et le poids qu'on devrait faire on va dire juste avant le marathon, qui doit être d'à peu près 3 voire 4 kilos en dessous d'un poids de forme, on n'arrive pas à l'atteindre. Tout simplement parce que le métabolisme, il fonctionne pas de la même manière. Et dans ces moments-là, on va chercher à avoir une autre stratégie alimentaire qui va consister à adapter ses apports en glucides en fonction des entraînements, mais on ne cherchera pas à blinder les stocks en glycogène parce que de toute façon, on n'y arrivera pas forcément et on aura un effet sur la balance qui sera contre-productif pour l'objectif du jour J. Comment on peut savoir, en tant que sportif amateur, si nos réserves de glycogène sont suffisantes et si le stock est vraiment au maximum, de façon à ce que tout ce qu'on va prendre derrière ne servira à rien parce qu'il ne sera pas stocké. Comment on peut s'en rendre compte ? Tu t'en rends compte par rapport à la gestion de ton poids et la gestion de ton taux de masse grasse. Si tu vois que en augmentant tes apports glucidiques avant un objectif les derniers jours, généralement on parle des 6 derniers jours, et que tu ne changes pas ton entraînement et que tu vois que tu prends du gras, tu prends du poids, mais surtout tu prends du gras, ça veut dire que c'est pas pour toi cette stratégie, tout simplement. Donc sur ces derniers jours, comme tu dis, 6 jours avant, le fait de vouloir consommer des pâtes la veille au soir, parce que ça on l'entend souvent. Ah je t'ai fait des pâtes parce que demain tu as compétition. Est-ce qu'il y a un réel intérêt au final ? Alors pour moi, l'intérêt il est pas certain, d'une part parce que ça ne se joue pas uniquement sur la veille au soir. Les stocks de glycogène, on les construit au fil du temps avec l'entraînement et une alimentation bien menée. Ça se construit, ça se termine, ça se finalise avec ces derniers jours. Mais la veille au soir, c'est pas un plat de pâtes qui va changer la donne. Ensuite, ce fameux plat de pâtes, il va dépendre aussi du profil de chacun. C'est-à-dire que en course à pied notamment, on va souvent avoir des gens qui ont un intestin un petit peu fragile. Et les pâtes, avec le gluten qu'elles contiennent, vont avoir un effet plutôt pro-inflammatoire qui peut favoriser des épisodes digestifs un peu difficiles le jour J, soit un peu avant la compétition, soit pendant. Donc moi, je serais plus sur un féculent naturellement sans gluten, comme du riz par exemple, qui en plus va avoir une charge glycémique plus élevée et donc va permettre un meilleur stockage de glycogène. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la pasta party qui, je pense, a un intérêt convivial sur le fait de se retrouver avec des coureurs qui vont partager le même événement le lendemain. Mais comme tu viens de le dire, on peut peut-être associer d'autres sources de glucides et les pâtes ne sont pas uniquement les seules à pouvoir nous apporter cette dose supplémentaire en glucides. Complètement, on peut tout à fait envisager de se dire tiens, je vais me faire un riz au lait ou alors se faire un taboulé. Il y a plein de choses qui sont envisageables. Ça peut être un porridge avec des flocons d'avoine, ça peut être une galette de sarrasin, ça peut être une purée de pommes de terre. Il y a plein de choses qui sont envisageables en fin de compte à partir du moment où on met des glucides dans l'assiette. Est-ce que ça passe par une expérimentation en cours de préparation ou en dehors d'un objectif, de façon à ne pas avoir de désagrément à quelques encablures d'une compétition qui sera majeure ou importante pour notre saison ? Tu dis quelque chose de super important,
Sébastien, effectivement, on ne fait jamais d'expérimentation la veille du jour J, la veille d'une compétition. On reste toujours sur des aliments qu'on connaît, sur lesquels on sait comment on va digérer, on sait comment on va réagir en termes d'énergie. Donc, s'il faut expérimenter quelque chose, c'est sur une étape intermédiaire, le semi de préparation par exemple, ou une course, on se fait un 10 km entre copains pour voir ce que ça donne. Tiens, j'ai mangé ça, comment je me sens ce jour-là ? Et essayer d'analyser finalement, est-ce que oui, j'étais pas trop fatiguée cette semaine-là, j'en ai pas trop fait, j'étais en forme, et réussir à déterminer la place de l'alimentation, c'est pas toujours évident quand même. Alors sur le plan de cette alimentation et diététique du sportif, on voit beaucoup de packs marathon avec à l'intérieur des produits composés de maltodextrine. On voit ces coureurs qui, derrière, vont pendant 2-3 jours recharger leur stock avec ces boissons. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'elles contiennent et pourquoi ces coureurs vont se tourner vers ce type de produit ? Alors, les maltodextrines, ce sont des amidons, donc des longues chaînes de glucose qui ont été hydrolysées, donc qui se digèrent extrêmement facilement et qui, effectivement, favorisent le stockage de glycogène. Et effectivement, quand on en prend sur 3 jours avant un effort, ça peut avoir un intérêt, notamment pour les athlètes de haut niveau, pour avoir un stock de glycogène qui soit suffisant, mais qui n'empêchera pas la nécessité d'un ravitaillement le jour J. Mais là encore, attention, c'est pas bon pour tout le monde, pour les mêmes raisons que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les maltodextrines, ça reste un glucide qui n'a pas nécessairement un goût très sucré d'ailleurs, et c'est tant mieux parce que ce serait très écœurant, mais ça reste un glucide qui a une charge glycémique extrêmement élevée et qui, chez certains, chez beaucoup, va favoriser une prise de poids plus qu'un stockage de glycogène. Parce que le glycogène, au niveau du foie ou des muscles, s'il n'est pas utilisé rapidement pour certaines personnes qui y sont sensibles, il va se transformer en graisse. C'est tout le problème. L'autre souci, c'est que les maltodextrines, oui, c'est un produit qui est intéressant pour un certain nombre de sportifs, mais c'est un produit qui est aussi ultra transformé et dont on sait qu'il va altérer la muqueuse digestive, alors qu'elle-même est fragilisée par la pratique intense, on va dire, de la course à pied, au-delà de 6 à 8 heures par semaine. On va dire que, attention, les maltodextrines en quantité régulière va avoir un effet plutôt délétère sur la muqueuse intestinale. Donc, je le recommande pas nécessairement, on n'en a pas forcément besoin. Est-ce qu'on peut rappeler, Aude, les normes, entre guillemets, ou les quantités que l'on peut consommer en termes de glucides, alors sur une dose au quotidien et en période d'objectif quand on va vouloir maximiser un petit peu ses réserves? Et deuxième question, est-ce qu'il est judicieux de mixer un petit peu ces différentes prises de glucides sur des jours où on a entraînement et sur des jours où on n'a pas entraînement? Est-ce qu'on peut varier et adapter finalement sa prise de glucides en fonction de son planning sportif? Complètement. C'est toujours l'intérêt, effectivement. Alors, sur les glucides, je vais te proposer un petit calcul à faire. C'est de faire varier, finalement, ta consommation de glucides entre 3 et 8 grammes par kilo de poids corporel et par jour, en fonction de ton activité physique. C'est-à-dire que si tu es sur un jour off, où tu travailles pas, ou disons que quand tu travailles, tu es plutôt assis et sédentaire, tu peux rester entre 3 et 4 grammes par kilo de poids corporel et par jour en glucides. Et puis, en fonction du type d'entraînement, de ton activité physique, tu vas faire varier cette quantité de glucides. Si, par exemple, on est sur une journée avec un footing, on va dire que c'est un footing de récup, il n'y a pas beaucoup d'intensité, il dure 50 minutes à 1 heure, eh bien, tu peux rester juste sur 4 à 5 grammes. Et puis, en fonction de l'intensité et de la durée de la sortie, tu peux monter jusqu'à 8 grammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc ça demande un petit tracking de son assiette, de son calendrier de sportif. Exactement. Pour pouvoir ajuster la prise alimentaire sur un plan pratique, parce que on n'aime pas peser, on n'aime pas forcément être avec toujours ce petit carnet à la main et ses chiffres. Est-ce que tu as des repères un petit peu visuels dans l'assiette, ce que représentent
cette quantité de glucides pour du riz, des pommes de terre, des pâtes, ou est-ce que c'est quand même en fonction des aliments qu'on va choisir? Alors, c'est en fonction des aliments qu'on va choisir, c'est en fonction de comment on les fait cuire, si on aime les pâtes bien fondantes. J'ai aussi fait le test, c'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai fait le test, par exemple, de peser une assiette de spaghettis ou une assiette de coquillettes et je vois qu'on parle toujours de pâtes, mais qu'en fonction du gabarit des pâtes, qu'en fonction des marques, on va pas avoir le même volume. Donc, si tu veux quelque chose de très précis, c'est quand même utile de peser à la fois cru et cuit. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'il faut rester quand même relativement intuitif, à moins d'avoir des objectifs extrêmement précis et d'être intraitable sur la question. Mais peut-être que à ce moment-là, ça relève aussi d'autres choses qui ressembleraient à un trouble du comportement alimentaire, quel que soit le nom de ce trouble. Mais globalement, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a faim, il faut écouter son corps, qu'à partir du moment où on est fatigué, c'est peut-être qu'on manque un peu d'énergie aussi et qu'on n'a pas consommé suffisamment de glucides. Et il faut faire des ajustements à la cuillère à soupe et voir, tiens, est-ce que je me sens bien, combien je pèse, comment je me sens, est-ce que j'ai plus de gras ou pas. Tu vois, se fier à la fois à son œil pour se regarder dans un miroir, se fier à ses sensations sur l'entraînement et se fier aussi au chrono. Tiens, j'ai fait ça, j'étais super bien, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah bah oui, effectivement, ça me convient mieux. Mais je te rejoins parce que pour avoir expérimenté plusieurs préparations sur des objectifs plutôt automnales ou au printemps, c'est les périodes où je suis le plus à même de courir bien avec des bonnes sensations, cette notion de poids faisait que j'étais parfois plus léger mais je performais moins et en ayant peut-être 1 ou 2 kilos de plus, j'étais plus à l'aise pour dire que ce poids n'est pas toujours révélateur. En étant plus léger, c'est pas là où on va être toujours le plus performant. Il faut qu'il y ait d'autres paramètres qui soient alignés et qui nous permettent d'être bien dans ses baskets. Absolument. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça montre ta vision des choses, et en l'occurrence, ta vision des choses, c'était de viser la performance. Et tu réalises qu'effectivement, la performance n'est pas forcément liée au poids le plus bas. Mais je rencontre parfois aussi au cabinet des gens qui viennent me voir avec pour objectif de finir un marathon, pas nécessairement pour faire une performance, mais parce qu'ils pensent que ça va les aider à perdre du poids. Et pour le coup, si le plan diététique n'est pas adapté et qu'ils vont chercher justement à avoir des bonnes réserves de glycogène pour être dans la performance, ils n'auront pas nécessairement ce résultat sur le poids et peuvent être déçus, même si la performance est au rendez-vous. Donc il faut quand même faire très attention à l'objectif final. Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est la gestion du poids? Et parfois, on a du mal à s'avouer l'un des deux. Est-ce que tu trouves, par rapport à ces personnes qui franchissent la porte de ton cabinet ou ces sportifs que tu accompagnes du côté du Krebs, qu'ils ne consomment pas assez de glucides au quotidien au regard de la dépense énergétique qu'ils peuvent avoir sur leurs entraînements? Oh oui, complètement. Ça, je le vois tous les jours. Et je vois aussi les dégâts que ça cause, puisque ça peut favoriser les blessures dans un certain nombre de cas. Donc oui, et malheureusement, je le vois. Et il y en a qui se restreignent parce qu'ils partent du principe qu'ils sont pas au poids, qu'il faut qu'ils aient un taux de masse grasse qui soit plus bas, et qui se restreignent beaucoup trop en glucides. Donc là, les croyances que l'on peut avoir, de ne pas consommer des glucides le soir, est-ce que tu les balayes? D'où viennent-elles d'ailleurs ces croyances? On disait, il faut pas manger de glucides le soir parce que ça peut faire grossir. Est-ce que c'est le cas, pensant qu'on allait stocker pendant la nuit et que ça n'allait pas être utilisé par notre corps? Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ce que tu viens de dire, effectivement. Et c'est assez plausible comme remarque. On peut tout à fait envisager que dans la nuit, le corps il n'a pas besoin d'autant d'énergie pour fonctionner et qu'on n'a pas besoin de glucides. Sauf que s'il y a eu, par exemple, un entraînement dans la journée, eh bien, il y a nécessité de reconstruire ces réserves en glycogène. Et en fait, comment ça se passe, le glycogène? Eh bien, comment il se construit? Il se construit à partir des glucides que l'on consomme. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'en consommes pas le soir? Eh bien, si tu n'en consommes pas mais que tu en as besoin, ton corps il va se dire moi je vais quand même refaire du glycogène. Et il fait ce qu'on appelle la néoglycogénèse hépatique. C'est-à-dire que l'on fabrique du glycogène au niveau du foie à partir
d'autres composés qui ne sont pas glucidiques. Ça, c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce qu'il fait, le corps ? Il va pas nécessairement prendre des acides gras. Le plus facile pour lui, c'est d'aller puiser dans les réserves protéiques. C'est ce qui explique notamment les blessures. Et donc, il va aller chercher ce qu'on appelle des acides aminés glucoformateurs. Donc, les acides aminés, ce sont les briques qui constituent la structure des protéines. Et parmi ces acides aminés glucoformateurs, on va avoir l'alanine et la glutamine. Or, je rappelle que la glutamine, c'est un acide aminé qui est extrêmement important pour le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Je le dis souvent, mais vraiment ce microbiote intestinal est fondamental à la fois pour la performance, pour la santé de manière générale, et quand il est détérioré, et la pratique de la course à pied, notamment en fonction du volume que l'on peut avoir, va avoir tendance à abîmer cette barrière intestinale. Et si en plus on ne consomme pas suffisamment de glucides, de toute façon, on aura encore moins cette barrière intestinale qui sera maintenue, puisqu'on va prendre les réserves de glutamine qui serviraient à maintenir cette barrière intestinale. Et donc, on va fabriquer du glycogène, ça c'est sûr, mais de toute façon, pas dans des quantités qui vont être suffisantes, et en plus, on contribue à abîmer son système immunitaire. Et la problématique, c'est que quand on se blesse au niveau musculaire, parce que on a mal traversé le trottoir, parfois c'est des choses toutes bêtes, qui n'ont rien à voir avec l'entraînement. On se dit pas, j'ai mal mangé. On se dit juste, j'étais trop fatiguée, j'aurais dû aller voir le kiné, me coucher plus tôt. Alors que l'alimentation a un rôle fondamental. Donc oui, il faut manger des glucides. Alors pas n'importe quand, pas n'importe comment, c'est-à-dire pas n'importe lesquels non plus, mais en consommer, ça peut être intéressant, même le soir, pour constituer des réserves en glycogène qualitatives. Des personnes qui seraient dans une volonté de perdre du poids, est-ce qu'elles ont un intérêt et est-ce qu'il est judicieux de travailler avec un stock de glycogène bas, c'est-à-dire de faire un entraînement par exemple le soir, de ne pas recharger avec des glucides lors du repas d'après-entraînement et que le lendemain matin, on puisse repartir en étant quasiment à jeun. Est-ce que ça va actionner cette filière lipidique et est-ce que tu y vois toi des dangers en tant que diététicienne et nutritionniste ? Alors, c'est une vraie polémique, ce sujet, et moi, je ne peux parler que par rapport à l'expérimentation que j'en fais. Je lis beaucoup de choses contradictoires sur ce sujet. En fin de compte, l'expérience que je vois au cabinet me laisse penser qu'il faut faire attention à sa consommation de glucides quand on est dans cette notion de gestion du poids, mais que ne pas en consommer du tout ou la limiter, par exemple, en ayant un repas du soir qui soit sans féculents du tout, sans glucides, n'apporte rien parce que ça va faire baisser la variabilité de la fréquence cardiaque, donc faire baisser la performance du lendemain, donc ne pas permettre de toute façon cette décharge de glycogène et in fine, on n'est à la fois ni dans la performance, ni dans une bonne stimulation de l'utilisation des glucides pour fabriquer de l'énergie. Donc au final, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, j'y suis pas forcément favorable. Mais il faut vraiment que les deux aillent de pair. C'est-à-dire que avoir un entraînement qui soit intelligent, ne pas vouloir trop en faire et avoir un entraînement qui soit bien mené, avec des objectifs qui soient réalistes. Et à côté de ça, avoir une alimentation qui soit à l'image de l'entraînement. Sur un entraînement, justement, Aude, qu'est-ce que l'on va pouvoir prendre juste après pour recharger sur le plan glucidique? On parle souvent d'une fenêtre métabolique. Est-ce qu'il y a un timing pour apporter cette dose de glucides pour réparer, entre guillemets, et reconstruire ce qui a été un petit peu dégradé par l'entraînement? Alors oui, on parle souvent d'une fenêtre métabolique de 4 heures après l'effort qui serait la plus efficace, mais des études tendent à montrer que finalement cette fenêtre métabolique pourrait être étendue aux 24 heures qui suivent l'entraînement.
Après, une fois encore, je pense que ça dépend aussi, parce qu'il faut voir les études, dans quelles conditions elles ont été faites, avec quel public, qu'il faut voir quel est le public que l'on cible et le nombre d'entraînements, quel est l'âge de ces personnes. Donc, il y a quand même un certain nombre de paramètres à analyser. Et sur le plan de la composition de cet encas, de ce repas d'après-entraînement ou d'après-course, qu'est-ce qu'il est judicieux de mettre dans son assiette pour que cette recharge glucidique soit optimale? Alors, une recharge glucidique optimale va dépendre de la dépense énergétique. Si l'entraînement il a lieu juste avant le repas, il faut simplement qu'il contienne un féculent. Et idéalement, on va prendre un ratio 5-1 sur la composition glucides-protéines. Parce que pour que les glucides soient bien métabolisés, que la recharge glucidique soit efficace, il faut un peu de protéines. Donc, pour 5 grammes de protéines, 5 grammes de glucides, 1 gramme de protéines. Pour faire court, si on parle d'une collation d'après entraînement, on peut dire qu'une banane avec un yaourt, ça fonctionne. Bon, ça c'est assez simple à mettre en place. On n'a Oui. pas besoin de se creuser la tête. La banane et le yaourt C'est à ça, portée de main. banane yaourt. Ou alors un repas, c'est ce que je disais tout à l'heure, si l'entraînement est juste avant le dîner par exemple, et qu'on dîne, on met des féculents et on a une protéine, ça peut être un œuf par exemple. On n'est pas obligé d'avoir une quantité de protéines incroyable le soir, ça peut être aussi des protéines végétales, des légumes secs, ça conviendra très bien puisqu'on a aussi des glucides dedans, donc ça c'est tout à fait envisageable. Mais gardez quand même un ratio entre les deux. En dehors du triptyque, pommes de terre, pâtes, riz, est-ce qu'il y a d'autres glucides que l'on va pouvoir actionner sur ce côté un petit peu féculent et repas, on va dire, un petit peu plus construit? Oui, alors les galettes de sarrasin, je suis très très fan. On peut consommer aussi de la polenta, on peut utiliser d'autres glucides, on a parlé des légumes secs, c'est toujours très intéressant. Les lentilles corail sont particulièrement digestes, pourquoi pas un petit dalle de lentilles corail aux épinards et aux tomates, c'est super bon. On peut consommer aussi des céréales qu'on n'a pas l'habitude de consommer, comme du millet par exemple, c'est absolument délicieux. Si on ne sait pas trop, qu'on a du mal, ça peut être des desserts, ça peut être un porridge, des flocons d'avoine qu'on va faire sous différentes formes. On peut avoir préparé un banana bread par exemple. Il y a plein de choses à faire. Et la patate douce? Je sais que t'es pas trop côté sucré, mais elle fait avancer certains trailers de haut niveau. Cette purée de patate douce, je crois que Mathieu Blanchard en consomme. Alors, je sais pas si en mangeant de la purée de patate douce, je vais avancer comme lui, mais est-ce que c'est aussi une bonne alternative? Très bonne alternative. La patate douce ou la pomme de terre en récupération, je les apprécie énormément parce que on a de l'amidon, on va avoir un féculent de récupération qui va être très très intéressant et qui contient beaucoup de potassium pour la recharge en minéraux, pour améliorer la récupération, c'est parfait. On a parlé, Aude, tout à l'heure du temps de cuisson. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les préceptes de cette cuisson? Parce que entre des pâtes ou du riz, on va dire... alors le riz, je sais pas si on peut dire al dente, mais très peu cuit, et quelque chose qui soit vraiment très imbibé d'eau, est-ce qu'on va avoir des propriétés qui vont basculer entre ces féculents et ensuite des sucres peut-être un petit peu plus rapides? Complètement. En fait, la cuisson de ces féculents, c'est une cuisson à l'eau. Elle va donc hydrolyser l'amidon au même titre que on a parlé d'hydrolyse d'amidon pour les maltodextrines tout à l'heure. Et donc, plus on va cuire le féculent, plus il va être disponible rapidement pour apporter de l'énergie rapidement. Donc, quand on est sur un féculent du soir, ce qu'on va chercher, c'est quand même à avoir quelque chose qui soit peu hydrolysé parce qu'on veut justement faire en sorte de limiter l'impact sur une éventuelle prise de poids. Donc,
S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est d'essayer d'avoir une cuisson la plus juste possible, quel que soit le féculent, parce que cette notion de al dente dont tu parlais pour les pâtes, je suis d'accord avec toi, moi je suis pas sûre non plus qu'on utilise ça pour le riz ou même pour les pommes de terre ou pour tout autre féculent, mais globalement on comprend bien le concept, c'est que il faut pas que le féculent soit trop cuit, autrement, eh bien, c'est comme si on consommait du sucre, alors que tous ceux qui nous écoutent font justement attention à leur consommation de sucre. On sait tous que c'est pas forcément très bon pour la santé. C'est comme si on laissait du caramel sur le clavier de l'ordinateur. Au bout d'un moment, quand on appuie sur les touches, il se passe plus rien. C'est la même chose dans notre corps. Donc ça, on veut l'éviter. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des aliments qui ont une charge glycémique plutôt basse. Donc, on essaye d'avoir des cuissons les plus justes possibles. Et puis, on peut toujours aussi faire la cuisson de ces féculents à l'avance, 24 heures par exemple, la veille, en faire un petit peu plus, et puis on les met au réfrigérateur. Comme ça, la réfrigération, ça gélatinise l'amidon et ça permet de faire baisser la charge glycémique des féculents qu'on consomme. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt à être derrière les fourneaux et à surveiller attentivement la cuisson pour ne pas que ça bascule dans quelque chose de trop sucré, du moins dans les apports, et que ça ressemble à des sucres rapides, effectivement. Disons, si tu veux, pour que ce soit plus clair, parce que parfois on s'y perd sur cette notion de sucre complexe, rapide, lent. L'idée, c'est de se dire que, en fonction de la cuisson et en fonction de la nature même de certains féculents, ils sont plus ou moins hyperglycémiants. Et ce côté hyperglycémiant va avoir un impact sur les sécrétions d'insuline, donc sur la réponse que l'on va avoir pour le stockage des graisses ou pas, puisqu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Alors justement, on n'est pas tous égaux. Aude, est-ce que tu peux, en quelques mots, rappeler les préceptes d'une recharge glucidique d'avant compétition? Et puis on fera la même chose pour l'après-entraînement. Alors, les préceptes pour une recharge glucidique d'avant compétition, c'est d'augmenter tranquillement ses apports en glucides au fur et à mesure, et sur les derniers jours, donc les 5-6 derniers jours avant compétition, d'être à 6 voire 8 grammes par kilo de poids corporel et par jour en glucides, en augmentant donc la quantité de féculents, de glucides par repas. Et pour l'après-entraînement, quelles seraient les mesures ? Pour l'après-entraînement, eh bien, de deux choses l'une, soit on a un repas ou simplement une collation. Si on a un repas, on essaye tout simplement d'avoir un féculent avec une charge glycémique basse, c'est-à-dire une cuisson la plus juste possible du féculent, et on y associe une protéine, qu'elle soit végétale ou animale, avec un ratio 5-1, donc 1 gramme de protéines pour 5 grammes de glucides. Et s'il s'agit d'une collation, eh bien tout simplement une banane avec un yaourt peut être tout à fait raisonnable. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à lier justement à cette recharge glucidique ? Est-ce qu'il faut surveiller l'hydratation ou est-ce que ça fait partie de toute façon des règles de vie du sportif d'avoir quand même un corps suffisamment hydraté ? Eh bien, c'est très intéressant comme question. En fin de compte, l'hydratation, oui, c'est super important et c'est même le sujet numéro 1 parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas suffisamment bien hydratés. Mais en fin de compte, il faut aussi savoir que l'hydratation, elle est plus optimale quand elle est légèrement sucrée. Je parle pendant l'effort notamment. Donc, une bonne hydratation d'effort passe par un léger sucrage, même quand on fait attention à son poids. Eh bien, merci Aude pour cette nouvelle capsule L'œil de la diète. On invite les auditeurs à nous transmettre leur protocole, ce qu'ils utilisent pour recharger de façon glucidique après leurs entraînements, leur estomac et leur corps en général. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. Merci Sébastien, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle capsule sur le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous. Find the biggest voices in sport on the Sports Social Podcast Network.
Like If You Know Your History with me, Johnny Owen. And with me, Mark Webster. And it's not just any other football pod. We go beyond the goals to uncover the untold stories, the hidden histories, and the cultural moments that shaped the game we love. Search If You Know Your History and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network.